Ma mère a passé toute la journée de mon mariage à chuchoter à l'oreille de tout le monde que je lui avais volé son jour de gloire, retournant les invités contre moi les uns après les autres. Je ne suis pas allé l'affronter. À la place, je me suis dirigé vers le DJ, je lui ai tendu un simple mot plié en deux, puis je me suis avancé vers le micro. C'est alors que les portes du fond se sont ouvertes. Je m'appelle Whitney Ingram. J'avais 29 ans le jour de mon mariage. Et si vous vous êtes déjà retrouvé dans une pièce remplie de gens qui avaient déjà décidé qui était le coupable avant même que vous n'ouvriez la bouche, alors j'ai besoin que vous restiez avec moi. Car ce qui s'est passé aux portes arrière de cette salle de réception est la raison pour laquelle j'ai enfin compris toute la forme de ma vie. Mais pour comprendre les portes arrière, vous devez d'abord faire marche arrière avec moi. De 3 mois, puis de 22 ans. Car le jour où ma mère a passé son temps à chuchoter que je l'avais dépouillée n'était pas le premier jour où elle avait construit une histoire à partir d'un vol. Elle avait simplement toujours été plus prudente quant à celle qu'elle laissait voir aux gens. Laissez-moi vous raconter comment j'ai été élevé, car les chuchotements ne fonctionnent que si vous connaissez le terrain dans lequel ils ont été plantés. J'ai grandi dans une maison qui, vue de la route, ressemblait à la récompense d'une vie bonne et soignée. Des colonnes blanches que mon père repeignait un printemps sur deux. Une pelouse sur laquelle ma mère avait des opinions bien arrêtées. Un country club à 15 minutes de là, où mes parents étaient le genre de membres que les autres membres étaient heureux de voir. Le couple qui se souvenait des prénoms de vos enfants et des dates de vos opérations chirurgicales. Qui ne laissait jamais un silence s'installer trop longtemps lors d'un dîner. Mon père, Gérald, vendait des assurances et parlait de transmission. Ma mère, Diane, ne travaillait pas et parlait de sacrifice. C'était le mot qui habitait notre maison, de la même manière que d'autres familles ont un chien. Sacrifice. Tout ce que j'avais, me rappelait-on, avait été arraché à quelque chose auquel mes parents avaient renoncé. Les cours de piano, l'appareil dentaire, les bonnes écoles. Et plus tard, quand cela importait le plus, l'argent qui était censé m'envoyer à l'université. Je veux être juste envers l'enfant que j'étais, car elle croyait à tout cela. Pourquoi ne l'aurait-elle pas fait? Quand j'avais 14 ans, ma mère m'a fait asseoir à l'îlot de la cuisine, s'est versé un verre de vin blanc et m'a dit d'une voix basse et blessée que le fonds d'études que ma grand-mère avait créé pour moi avait disparu. La récession, a-t-elle dit, le marché. Ta grand-mère était pleine de bonnes intentions, mais elle a fait confiance aux mauvaises personnes, et il ne reste plus rien. Et j'ai besoin que tu sois mûr à ce sujet et que tu ne fasses pas culpabiliser ton père plus qu'il ne le fait déjà. Je me souviens avoir hoché la tête. Je me souviens avoir éprouvé, entre toutes choses, de la culpabilité, comme si la récession s'était produite parce que j'avais voulu aller à l'université. C'est là tout le piège d'une maison bâtie sur le sacrifice. L'enfant apprend à s'excuser d'avoir le moindre besoin. Alors, j'ai fait ce que font les enfants reconnaissants. J'ai travaillé. J'ai servi des tables pendant tout le lycée et j'ai répondu au téléphone dans un cabinet de dentiste. Et j'ai contracté des emprunts avec des chiffres qui me nouaient l'estomac. Et j'ai fait mes études dans une université publique à 2 heures de chez moi. Et je ne me suis pas plainte, car me plaindre aurait été une insulte au sacrifice de mes parents. Et pendant tout ce temps, à l'arrière-plan de ma vie, comme une photographie sur un mur qu'on finit par ne plus voir, il y avait l'autre absence, la plus grande, ma grand-mère. Si on vous a déjà transmis une histoire si jeune que vous n'avez jamais pensé à la remettre en question, continuez d'écouter, car je vous le promets, au moment où j'ai enfin retourné la mienne pour regarder ce qu'il y avait au dos, tout ce que je pensais savoir s'est effondré entre mes mains. Laissez-moi vous parler de ma grand-mère. Ou plutôt, laissez-moi vous raconter l'histoire qu'on m'a donnée d'elle. Car pendant la majeure partie de ma vie, cette histoire était tout ce que j'avais. Elle s'appelait Eleanor. C'était la mère de ma mère. Et quand j'étais très petite, avant que l'histoire ne se fige, j'ai 3 ou 4 souvenirs d'elle qui ne correspondent en rien à ce qu'on m'a raconté plus tard. Un jardin qui sentait les feuilles de tomates. Une femme aux mains fortes qui m'apprenait à écosser des petits pois sur une marche à l'arrière de la maison. Une voix qui chantait faux exprès pour me faire rire. Et puis, vers l'âge de 7 ans, elle a disparu de nos vies. Et la raison de sa disparition changeait selon la personne qui la racontait et le moment choisi. La version principale de ma mère était qu'Eleanor était amère et autoritaire. Qu'elle n'avait jamais approuvé mon père. Qu'après une dernière dispute terrible, elle avait coupé les ponts avec toute la famille et ne voulait plus rien avoir à faire avec aucun d'entre nous, moi y compris. De temps en temps, peut-être une fois par an, ma mère sortait une lettre.
Elle la tenait comme si cela lui faisait mal de la toucher et elle disait, « Ta grand-mère a encore écrit et ce n'est pas gentil, Whitney, et je ne pense pas que tu devrais la lire. Je ne te le dis que pour que tu saches qu'elle n'a pas changé. » Et je ne les lisais jamais. J'étais protégé d'elle. On me disait qu'elle contenait des choses cruelles sur moi, qu'Eleanor avait lavé ses mains de cette petite fille qui lui rappelait trop ce gendre qu'elle détestait. Et à l'approche de la vingtaine, l'histoire s'était stabilisée en quelque chose d'encore plus simple que personne ne disait tout haut, mais que tout le monde me laissait croire, qu'elle était probablement partie à présent. Qu'une vieille femme amère qui avait coupé les ponts avec sa famille était très probablement morte seule quelque part, et qu'il serait de mauvais goût de poser des questions. Je n'ai pas posé de questions pendant 22 ans. Je n'ai pas posé de questions. C'est la partie que j'ai dû me pardonner. Maintenant, marchez avec moi jusqu'à 3 mois avant mon mariage, pour la corvée la plus ordinaire que vous puissiez imaginer, car c'est là que le fil sur lequel j'allais finir par tirer s'est détaché pour la première fois. Je me mariais et je faisais cette démarche où l'on décide de changer de nom ou non, et j'avais décidé de le faire. Et cela signifiait un après-midi de cette misère bureaucratique spécifique consistant à prouver que l'on est soi-même à une série d'institutions qui ont déjà toutes vos informations, y compris la banque. J'étais assise dans un petit bureau vitré en face d'une conseillère bancaire nommée Priya, qui se montrait patiente avec moi d'une manière qui me donnait envie de pleurer sans raison. Et pendant qu'elle ouvrait mes comptes pour les mettre à jour, elle a froncé les sourcils devant son écran de la façon dont on fronce les sourcils devant des mots croisés. « Il y a un compte de fiducie lié sous votre numéro de sécurité sociale », a-t-elle dit. « Voulez-vous que celui-ci soit mis à jour également, ou est-ce une affaire distincte que votre avocat gère ?» J'ai dit, « Je suis désolé. »« Un quoi ?»« Une fiducie », a-t-elle répondu, continuant sa lecture. « Il est répertorié comme actif. Vous êtes la bénéficiaire désignée. Il y a eu une activité régulière dessus. Je ne peux pas vous montrer les détails de mon côté. Vous auriez besoin des documents du fiduciaire, mais il est. » Elle s'est interrompue et je l'ai regardée recalculer si elle devait dire tout cela. C'est un compte de longue date, établi il y a un moment. Je me souviens du ronronnement de la climatisation. Je me souviens avoir pensé très clairement et très stupidement, il doit y avoir 2 Whitney 1 gramme, car la fiducie que ma grand-mère avait créée pour moi avait disparu. Elle avait disparu depuis que j'avais 14 ans. Ma mère s'était versé un verre de vin et me l'avait dit. Le marché l'avait emporté. Il ne restait plus rien. J'avais construit toute ma vie d'adulte, toute mon image de moi en tant que fille qui travaillait pour tout obtenir sur la fondation de ce néant. Actif, avait dit Priya, activité régulière, de longue date. Si vous avez déjà senti le sol d'une histoire sur laquelle vous vous teniez se dérober sous un de vos pieds, dites-moi que vous connaissez cette sensation, car je me suis assise sur cette chaise, j'ai souri et j'ai dit, vous savez quoi? C'est mon avocat qui gère cela. Merci infiniment. Et je suis sorti vers ma voiture, et je me suis assise, les mains sur le volant, et je ne suis pas reparti pendant un long moment. Et voici ce que je veux que vous compreniez à mon sujet avant que nous n'allions plus loin, car cela explique tout ce que j'ai fait après. Je ne suis pas rentré chez moi pour hurler. Je n'ai pas appelé ma mère. Quelque chose en moi, un très vieil instrument que je portais depuis l'enfance, est devenu silencieux et précis à la place. Parce que j'avais passé ma vie entière à m'entendre dire que j'étais celle qui prenait les choses. Et pour la première fois, j'avais un petit fait bien solide entre les mains qui pointait dans l'autre direction. Je n'allais pas l'agiter dans tous les sens. J'allais d'abord découvrir quelle était sa taille. Ce soir-là, j'ai tout dit à mon fiancé, Daniel, assis sur le sol de la cuisine, le dos contre les placards, car les chaises semblaient trop formelles pour ce que j'avais à dire. Daniel est un homme calme. Il écoute de la façon dont certaines personnes prient. Quand j'ai eu fini, il ne m'a pas dit que je surréagissais, et il ne m'a pas dit que c'était probablement une erreur. Et je l'ai aimé pour 100 raisons. Mais ce soir-là, je l'ai aimé pour la seule chose qu'il a dite, qui était, d'accord, de quoi as-tu besoin? Et à qui ne devons-nous pas encore en parler? À qui ne devons-nous pas encore en parler? Il avait compris avant que je ne puisse l'expliquer que, quoi que ce soit, cela avait grandi dans l'obscurité. Et la pire chose que je pouvais faire était d'allumer les lumières avant de savoir où chacun se tenait. Nous avons donc fait une liste. Et la première chose sur la liste était les lettres. Ma mère les gardait dans une boîte laquée dans le salon. Les lettres d'Eleanor, celles que je n'étais jamais censé lire, la preuve de la cruauté de ma grand-mère. J'avais vu cette boîte toute ma vie. Le dimanche suivant,
Je suis allé dîner en famille seule, ce que je faisais parfois. Et après le rôti de bœuf, pendant que ma mère préparait le café et que mon père somnolait devant un tournoi de golf, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 29 ans d'existence en tant que bonne fille. J'ai ouvert la boîte. Mes mains tremblaient. Je me suis dit que j'allais seulement regarder, que regarder n'était pas voler, qu'une histoire qu'on m'avait transmise toute ma vie m'appartenait au moins à moitié pour que je l'examine. À l'intérieur se trouvait peut-être une douzaine d'enveloppes, et j'en ai pris 2, les 2 du dessus, et je les ai glissées dans mon sac, et je me suis senti comme une criminelle, et j'allais bientôt découvrir qui était réellement le criminel dans cette maison. Je les ai lus dans ma voiture, car ma voiture était devenue le seul endroit en lequel j'avais confiance. Et voici ce avec quoi je veux que vous restiez, car c'est le deuxième fil, et c'est celui qui a fait passer la température de tout cela d'une froide curiosité à quelque chose qui avait des dents. Les lettres étaient en surface exactement ce qu'on m'avait dit. Elles étaient dures. Elles disaient, d'une écriture tremblante de personne âgée, que j'avais fait mes choix, que j'avais tourné le dos à ma propre grand-mère, que je comprendrais un jour ce que j'avais jeté. C'était, en d'autres termes, des lettres d'une vieille femme amère qui se sentait rejetée par moi. Sauf que l'écriture sur la lettre et l'écriture sur l'enveloppe ne correspondaient pas. L'enveloppe était adressée d'une écriture fluide, confiante, inclinée vers l'avant. La lettre à l'intérieur était écrite d'une main crispée, appliquée, hésitante, la main de quelqu'un de vieux, ou de quelqu'un qui tremble, ou de quelqu'un qui imite l'âge et les tremblements. Et l'enveloppe n'avait pas de cachet de la poste, pas d'annulation de timbre, aucune encre postale d'aucune sorte. Le timbre était dessus, impeccable, non oblitéré, tel qu'un timbre se présente lorsqu'il n'est jamais passé par une machine, parce qu'il n'est jamais passé par la poste. Ces lettres, les lettres qui m'avaient appris que ma grand-mère me détestait, n'avaient jamais été envoyées par la poste. Elles avaient été transportées à travers une maison et déposées dans une boîte. Restez avec moi parce que j'ai besoin que vous mesuriez la taille de ce que cela signifiait avant que je ne le dise clairement, de la façon dont je me suis forcé à le ressentir avant de me laisser y croire. Si les lettres n'avaient jamais été postées, alors soit ma grand-mère écrivait des lettres cruelles et les livrait en main propre dans une boîte du salon de ma mère, ce qui n'avait aucun sens, soit quelqu'un dans cette maison les avait écrites. Quelqu'un doté d'une écriture fluide et incliné vers l'avant avait adressé les enveloppes, et quelqu'un avait forcé une écriture tremblante de vieille femme à tracer les mots à l'intérieur. Et quelqu'un m'avait fabriqué une grand-mère en papier et m'avait dit d'être reconnaissante d'être protégée d'elle. Et je savais déjà à qui appartenait cette écriture fluide inclinée vers l'avant, car je l'avais vu signer mes autorisations de sortie, mes bulletins de notes et toute mon enfance. C'était celle de ma mère. Je veux vous dire que je l'ai affrontée ce soir-là. Je ne l'ai pas fait. Je veux vous dire que j'ai au moins pleuré, que j'ai laissé sortir quelque chose. Je n'ai pas fait cela non plus. J'ai fait cette chose silencieuse et précise. J'ai photographié les 2 lettres, les 2 enveloppes, recto et verso, à la bonne lumière de la vitre de ma voiture. Et j'ai remis les originaux dans la boîte le dimanche suivant, et j'ai ajouté une ligne à la liste sur le sol de notre cuisine, trouver Éléanore, pas l'histoire d'Éléanore, la femme. Mais avant que je ne puisse la trouver, le 3e film a trouvé, et il est venu de l'argent. Et c'est celui qui a transformé tout cela d'une blessure familiale en un crime. Parce que j'avais parlé à Daniel de la fiducie active, et Daniel, qui est patient de manière que je ne suis pas, avait dit, tu es la bénéficiaire. Tu as le droit d'avoir les comptes. Il nous suffit de demander de la bonne manière. Et la bonne manière, c'est-il avéré, était de passer par une avocate spécialisée en succession et fiducie, une femme nommée Gail Harmon, avec un carré gris. Des lunettes de lecture sur une chaîne et une façon de poser des questions qui vous faisaient réaliser à quel point la plupart des gens vous posent peu de vraies questions. Je lui ai apporté la note de la conseillère bancaire. Je lui ai apporté les photographies des lettres. Et je lui ai apporté le seul document que j'avais réussi à trouver chez mes parents un 3e dimanche, dans le classeur du bureau de mi père. Parce qu'à ce moment-là, j'avais cessé de me sentir comme une criminelle et j'avais commencé à me sentir comme une auditrice. Je veux vous parler du dimanche où je l'ai trouvé, car pénétrer dans le bureau de mon père a été le moment le plus terrifiant des 6 semaines précédant le mariage, plus terrifiant que le micro, plus terrifiant que le vestiaire. Le bureau de mon père était la seule pièce de cette maison qui avait toujours été la sienne, la porte généralement fermée, un endroit où j'avais été accueilli peut-être une douzaine de fois dans ma vie, et c'était là que se trouvait le classeur. Celui en métal gris avec la petite serrure qu'il ne fermait jamais à clé, car il avait une confiance absolue dans le fait que personne dans sa maison n'y regarderait jamais.
Cette confiance était tout le principe. Cette confiance était la façon dont tout avait fonctionné pendant 22 ans. Donc, un dimanche où ma mère était occupée dans la cuisine et où mon père s'était endormi devant le golf, j'ai inventé un prétexte pour chercher de vieilles photos pour un diaporama de mariage. Et je suis entré dans le bureau, j'ai ouvert le classeur et j'ai parcouru les dossiers de mon propre père, le cœur battant si fort que je pouvais le sentir jusque dans mes dents, dossier d'impôt, assurance, puis un dossier suspendu, sans étiquette, épais, et à l'intérieur. Le squelette en papier de toute mon enfance. Formulaire de décaissement, correspondance, et l'autorisation de mes 10 ans posés tout en haut, comme s'ils avaient cessé de se donner la peine de la cacher depuis des années, car qui irait regarder? J'ai tout photographié avec mon téléphone, page après page, écoutant pendant tout ce temps la télévision dans la pièce voisine et le murmure de ma mère au téléphone. Et par 2 fois, j'ai entendu des bruits de pas, je me suis figé et j'ai ressenti la terreur spécifique d'une femme adulte sur le point d'être surprise en train d'être une enfant dans la pièce interdite de son père. Près du fond de ce dossier se trouvait un document que je n'ai pas compris au début. Plus récent, une demande de prêt en cours, et je l'ai photographié aussi, et je l'ai envoyé à Gail. Et c'est Gail qui m'a appelé le lendemain matin et m'a expliqué ce que j'avais trouvé. Et sa voix avait un nouveau ton. C'était une autorisation de retrait, une autorisation de décaissement de fiducie, permettant aux fiduciaires de débloquer des fonds, signée et datée. Et c'était signé de mon nom, d'une écriture ronde, appliquée et bouclée. Daté d'une année sur laquelle j'ai fait mes calculs 3 fois avant d'y croire, car c'était l'année de mes 10 ans. J'avais autorisé, à 10 ans, un retrait sur une fiducie dont j'ignorais l'existence, d'une écriture qui n'était celle d'aucun enfant de 10 ans, avec une encre qui avait un peu trop bien conservé sa couleur. Je l'ai posé sur le bureau de Gail Harmon et je l'ai regardé le lire, et je l'ai regardé enlever ses lunettes de lecture, ce qui, j'allais l'apprendre, était ce qu'elle faisait lorsqu'un cas cessait d'être une simple consultation pour devenir une affaire. Elle a dit, Whitney, je veux être prudente car je ne veux pas vous dire quelque chose que je ne peux pas encore prouver, mais je vais vous poser 3 questions et je veux que vous y répondiez lentement. Premièrement, avez-vous le moindre souvenir, absolument aucun, d'avoir jamais signé quoi que ce soit pour une fiducie? J'ai dit, non. Deuxièmement, savez-vous avec certitude que votre grand-mère est décédée? Et j'ai ouvert la bouche pour dire oui et je l'ai refermée parce que je réalisais que je n'en savais rien avec certitude. Je le savais de la façon dont on sait les choses qu'on vous a permis de croire. J'ai dit, non. Je ne le sais pas vraiment. Troisièmement, a-t-elle dit en se penchant en arrière. Et c'est là que la pièce a changé. Troisièmement, une fiducie comme celle-ci, du genre de celle que votre grand-mère aurait créée, ne perd pas d'argent simplement à cause d'une récession. Les fonds ne bougent pas sans l'autorisation d'un fiduciaire. Si de l'argent quitte cette fiducie depuis 22 ans, alors soit le fiduciaire a autorisé chaque dollar, soit quelqu'un a forgé les autorisations. Et si votre grand-mère est la fiduciaire et que votre grand-mère est vivante, alors il n'y a que 2 possibilités. Soit elle vide la fiducie de sa propre petite-fille depuis 22 ans, soit elle n'a aucune idée de ce qui se passe parce que quelqu'un s'est assuré qu'elle ne puisse pas regarder les comptes. Quelqu'un s'est assuré qu'elle ne puisse pas regarder les comptes. J'ai rejoué cette phrase plus de fois que n'importe quelle autre phrase dans ma vie, car elle a fait quelque chose que les lettres, le compte et la fausse signature ne pouvaient pas faire seules. Elle les a connectés. Une grand-mère rayée de ma vie avec des lettres jamais postées. Une fiducie vidée dans l'obscurité. Un fiduciaire qui, s'il était vivant et joignable, aurait pu ouvrir les livres et arrêter cela à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'être avocat pour voir la forme générale quand quelqu'un pose les 3 pièces côte à côte. Vous isolez la seule personne ayant le droit légal de vérifier les comptes. Vous lui dites que sa petite-fille a coupé les ponts, alors elle cesse d'appeler. Vous dites à la petite-fille que la grand-mère et ta mère est partie, alors elle cesse de poser des questions. Et dans le silence que vous avez fabriqué entre elles, vous vous servez de 22 ans de l'avenir d'un enfant. Et vous le dépensez pour des colonnes que vous repeignez un printemps sur 2 et un club où tout le monde connaît votre nom, et vous appelez cela du sacrifice. Si vous avez déjà vu un mensonge au sein duquel vous avez été élevé vous montrer soudainement son plan d'architecte, reprenez votre souffle avec moi ici. Car c'est le moment où j'ai cessé d'être une femme enquêtant sur sa famille pour devenir une femme qui allait trouver sa grand-mère si elle était encore en vie sur cette terre. Et j'ai besoin que vous sachiez que je n'étais toujours pas en colère, pas de la façon dont on s'y attendrait. La colère semblait être un luxe que je ne pouvais pas encore m'offrir. Ce que je ressentais était une sorte d'urgence terrible et tendre. Parce que si Gail Harmon avait raison, alors quelque part là-bas se trouvait une vieille femme qui pensait que je l'avais jetée,
qui avait passé 22 ans à croire que sa petite-fille ne voulait pas d'elle. Et chacune de ces années était une année que je ne pourrais jamais lui rendre. Et le compte à rebours pour en récupérer une partie n'était pas un compte à rebours que je contrôlais. Gail s'est occupée de la partie juridique. Elle a déposé la demande de reddition de compte formelle avec précaution, d'une manière qui n'alerterait pas mes parents, acheminée par le fiduciaire officiel, car c'était là le fait magnifique et terrible de l'affaire. Le fiduciaire officiel était toujours Eleanor. Sur le papier, ma grand-mère n'avait jamais cessé d'être la fiduciaire, ce qui signifiait que sur le papier, ma grand-mère avait un droit légal à chaque relevé, à chaque transaction, 22 ans de documents que personne ne lui avait jamais montrés. Mais j'ai fait l'autre partie moi-même. Je l'ai trouvé. Cela a pris 9 jours. Il a fallu un détective privé recommandé par Gail, un homme au ton doux nommé Ross, qui me facturait à l'heure et valait chaque dollar. Il a fallu un après-midi où je suis resté assise dans ma voiture encore, mon confessionnal, pendant qu'il me rappelait avec une adresse. Elle n'était pas morte. Elle n'avait jamais été morte. Ma grand-mère, Eleanor, âgée de 79 ans, était vivante et vivait dans une résidence pour personnes âgées appelée Brookhaven Gardens, à 2h30 de route au nord, dans une ville que j'avais dépassée lors de voyages familiaux quand j'étais enfant. Pendant que ma mère me montrait d'autres choses. Elle y était depuis 6 ans. Avant cela, elle était chez elle, celle qui avait le jardin de tomates, jusqu'à ce qu'une chute, combinée à une famille qui lui répétait qu'elle n'avait plus personne, fasse de cet établissement la solution de facilité. Et voici le détail que Ross a livré platement, de la façon dont on livre un fait dont on ne sait pas encore qu'il s'agit d'une bombe. Ces documents indiquaient un contact d'urgence et un gardien des visites désigné. Un seul nom, la personne que l'établissement avait dans son dossier pour gérer ses affaires et sa liste de visiteurs approuvés. Ma mère. Bien sûr que c'était ma mère. Elle n'avait pas seulement dit à chacune d'entre nous que l'autre était parti. Elle s'était installée comme le mur entre nous, de sorte que même si j'étais venu la chercher, la porte aurait été verrouillée de son côté. Je n'ai pas dit à ma mère que j'y allais. J'en ai parlé à Daniel, et j'en ai parlé à Gail, et un mardi, j'ai roulé 2h30 vers le nord, les mains fermes sur le volant, et mon cœur faisant quelque chose pour lequel je n'ai pas de mots précis. Brookhaven Gardens était plus agréable que ce à quoi je m'attendais, et plus triste que ce à quoi je m'attendais, de cette manière spécifique propre à ces endroits. Tout en papier peint gai et main courante. Et parce que ma mère était le gardien désigné dans le dossier, la réception ne m'a pas laissé passer le hall d'entrée. Je veux que vous entendiez que ma propre grand-mère était vivante à 30 mètres de là, et qu'une jeune femme polie à un bureau m'a dit qu'elle était vraiment désolée, mais que la politique de l'établissement laissait l'approbation des visites au contact familial désigné dans le dossier. Et que ce contact familial était Diane, et voulait-elle que j'appelle Diane? J'ai dit non. J'ai dit, s'il vous plaît, n'appelez personne. Et je me suis assise dans ce hall d'entrée et j'ai pensé, elle a pensé à tout. Ma mère, elle a pensé à tout pendant 22 ans. Mais elle n'avait pas pensé à tout, parce qu'il y avait une cour et que c'était un après-midi chaud et que des résidents s'y trouvaient. Et Gail m'avait dit une chose qui s'est avérée être la clé qui convenait. Un gardien sur la liste des visiteurs d'un établissement contrôle qui se fait escorter jusqu'à la chambre d'un résident. Un gardien ne contrôle pas avec qui un adulte compétent choisit de parler dans une cour publique de sa propre volonté. Et Eleanor, j'allais la prendre dans les 10 minutes qui suivirent, était aussi compétente que vous ou moi. Plus vive, honnêtement. J'ai contourné l'extérieur du bâtiment pour me diriger vers la clôture de la cour. Et j'ai regardé à travers, et j'ai vu une femme portant un gilet de la couleur d'un œuf de rouge-gorge, assise seule à une petite table avec un livre de poche qu'elle ne lisait pas, regardant les oiseaux près d'une mangeoire. Et je l'ai reconnue. 15 ans. Et je l'ai reconnue à ses mains fortes, à l'inclinaison de sa tête et au souvenir des feuilles de tomates. Et j'ai dit à travers la clôture d'une voix qui est sortie bien plus petite que ce que j'avais prévu, grand-mère Eleanor. Elle s'est retournée, et j'ai vu un visage qui avait appris à ne pas espérer faire quelque chose de douloureux et de lent, qui était d'espérer quand même. Elle a dit, « Est-ce que je vous connais, ma chérie ?» d'une voix prudente que l'on utilise quand les yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Et j'ai dit, « C'est Whitney. » « C'est Whitney, grand-mère. » Et elle s'est levée trop vite et a agrippé la table. Et elle a dit la chose qui m'a brisé sur le cou, là, contre un grillage dans une cour à 2h30 de chez moi. Elle a dit, « Whitney, ma Whitney, mais tu ne voulais plus de moi. Ils m'ont dit que tu ne voulais plus de moi. »
Si on vous a déjà raconté un mensonge sur quelqu'un et que vous avez ensuite rencontré cette personne de l'autre côté et réalisé qu'on lui avait raconté le mensonge miroir sur vous, dites-moi que vous comprenez ce que j'ai ressenti, car c'était du chagrin. C'était de la rage et c'était 22 ans s'effondrant en un seul après-midi. On nous avait dit à toutes les deux que l'autre était parti. Nous avions toutes les deux pleuré une personne qui, pendant tout ce temps, nous pleurait en retour à 2 heures et demie de distance. Maintenu ainsi exprès par la personne qui dépensait l'avenir que la plus âgée avait construit pour la plus jeune. J'ai trouvé la porte de la cour. Elle n'était même pas verrouillée. Je me suis assise à cette petite table et j'ai tenu les mains de ma grand-mère. Ses mains fortes devenues minces, et aucune de nous n'a pu parler pendant un moment, et les oiseaux continuaient de venir à la mangeoire comme si de rien n'était. J'y suis retourné 4 jours plus tard, puis la semaine suivante, car 2 heures et demie dans chaque sens cesse d'avoir de l'importance quand on a retrouvé quelque chose que l'on croyait enterré. Et c'est lors de la deuxième visite qu'Eleanor m'a donné la pièce dont j'ignorais qu'elle manquait. La pièce qui a transformé mon chagrin de quelque chose de doux en quelque chose qui avait des bords. Nous étions dans sa petite chambre à ce moment-là, car une fois que j'étais du côté cour, il était assez facile pour une résidente d'inviter simplement un visiteur à monter, gardien ou pas gardien. Et elle a ouvert le tiroir de sa table de nuit et a sorti une boîte à chaussures fermée par un élastique devenu cassant. À l'intérieur se trouvaient des cartes d'anniversaire, des cartes de Noël, une carte de diplôme remontant à des années, toutes adressées à moi, toutes timbrées, toutes scellées. Et chacune d'entre elles retournée. Retour à l'envoyeur. N'habite pas à l'adresse indiquée, d'une écriture fluide inclinée vers l'avant que j'aurais pu reconnaître parmi 10 000 échantillons à ce moment-là, écrite sur le devant de chaque enveloppe comme une porte qui claque. Elle les avait envoyées chaque année, et chaque année elle lui était revenue marquée comme si j'avais déménagé sans laisser d'adresse de réexpédition, comme si j'étais une étrangère qui n'avait jamais vécu à la seule adresse qu'elle avait, alors qu'en vérité. Je dormais au bout du couloir pendant tout ce temps. Ma mère n'avait pas simplement arrêté les lettres qui arrivaient. Elle avait intercepté le courrier qui partait, ouvert la boîte aux lettres, retiré les cartes d'Eleanor, les avait marquées comme refusées de sa propre main, et les avait remises dans la boîte aux lettres de départ, de sorte qu'une vieille femme solitaire apprenne année après année, anniversaire après anniversaire, que sa petite fille ne voulait même pas recevoir une carte. Je me suis assise sur le bord du lit d'Eleanor avec une boîte à chaussures contenant ma propre enfance retournée sur mes genoux. Et j'ai compris pour la première fois que ce n'était pas de la négligence. La négligence est passive. C'était du travail. C'était une femme qui se levait les matins froids pour s'assurer que 2 personnes qui s'aimaient continuent de croire qu'elles avaient été rejetées. Et puis Eleanor m'a parlé de l'appel téléphonique, et c'est celui-là qui m'a tenu éveillé cette nuit-là dans un motel au bord de l'autoroute parce que je ne pouvais pas affronter le trajet de retour. Elle m'a dit qu'il y avait quelques années, avant sa chute, avant l'établissement, elle avait obtenu un numéro pour me joindre, par l'ami d'un ami, un coup de chance, et elle avait appelé, les mains tremblantes, répétant ce qu'elle allait dire. Et une femme avait répondu, pas moi. Une femme qui disait être coordinatrice de soins, que c'était une ligne gérée, que Whitney avait demandé à ce que les contacts passent par la famille, et y avait-il un message? Eleanor, âgée de plus de 70 ans, et à qui l'on avait répété toute sa vie récente que je ne voulais rien avoir à faire avec elle, l'avait cru. Elle avait dit, non, pas de message, merci, et avait raccroché et pleuré, et n'avait plus jamais essayé, car combien de fois peut-on frapper à une porte qu'un étranger continue d'ouvrir pour vous dire que vous n'êtes pas voulu? Il n'y avait pas de coordinatrice de soins. Il n'y avait pas de ligne gérée. Il y avait ma mère qui répondait au téléphone, exécutant une bureaucratie, fermant la dernière fenêtre qui s'était entr'ouverte d'elle-même. Je veux que vous compreniez l'exhaustivité de la chose. Chaque voie par laquelle 2 personnes auraient pu se retrouver, ma mère s'y était personnellement assise à l'intérieur et l'avait scellée pendant 22 ans et appelait la somme de tout cela, quand elle l'appelait ainsi, protéger la famille. Je veux être honnête sur ce qu'étaient ces premières heures, car ce n'était pas un plan. C'étaient 2 personnes qui se retrouvaient. Mais au cours de cet après-midi, des appels téléphoniques qui ont suivi, de la deuxième visite et de la troisième, un plan s'est assemblé, et il s'est assemblé principalement à partir de ce qu'Eleanor m'a dit, car Eleanor, s'est-il avéré, n'était pas une femme amère qui avait coupé les ponts avec sa famille. C'était une femme prudente qui avait été volée. Elle m'a dit qu'elle avait créé la fiducie quand j'étais bébé, qu'elle était substantielle, qu'elle était destinée à mes études puis à mon entrée dans le monde, une maison un jour, un matelas de sécurité, la chose qu'elle n'avait jamais eue. Elle m'a dit qu'elle avait fait confiance à ma mère pour être un pont vers moi, et que lorsque mes appels avaient cessé,
ma mère l'avait expliqué en disant que j'étais occupée, que j'étais adolescente, que j'étais en colère. Puis finalement que je ne voulais plus rien avoir à faire avec la famille et qu'il valait mieux ne pas insister. Elle m'a dit qu'elle m'avait écrit. Elle m'avait réellement écrit de vraies lettres, les avait postées et n'avait jamais reçu de réponse. De vraies lettres, postées, ce qui signifiait que quelque part entre la boîte aux lettres et moi, elles avaient été interceptées et qu'à leur place, une boîte de faux avait été construite pour m'apprendre qu'elle était cruelle. Elle m'a dit qu'au cours des dernières années, elle avait demandé plus d'une fois à voir la comptabilité de la fiducie parce que quelque chose la tracassait et qu'elle s'était entendue dire par ma mère que tout était géré, qu'Eleanor ne devait pas se faire de soucis. Que le stress n'était pas bon pour son cœur. Elle s'était laissée gérer. Elle en avait honte. Je lui ai dit que la seule personne qui devrait avoir honte possédait des colonnes qu'elle repeignait un printemps sur deux. Et puis Eleanor a dit la chose qui a transformé deux personnes qui se retrouvaient en un dossier judiciaire. Elle a dit, Whitney, je n'ai jamais démissionné de mes fonctions de fiduciaire. Je n'ai jamais transféré ces devoirs à ta mère. Je me souviendrai avoir signé pour abandonner ton avenir. Je ne l'ai jamais fait. Donc, si de l'argent a quitté cette fiducie, alors la personne qui a signé pour cela a signé mon nom ou le tien, et je te le dis, Dieu m'en est témoin, je n'en ai pas autorisé un seul dollar. J'ai apporté cela à Gail Harmon. Et Gail a posé ses lunettes de lecture sur le bureau et les y a laissées, car à présent nous tenions l'affaire. Nous avions une fiduciaire officielle vivante et compétente qui jurerait n'avoir jamais autorisé les décaissements. Nous avions une fausse autorisation signée par une enfant de 10 ans. Nous avions, une fois la reddition de compte formelle obtenue, et elle l'a été, une pile de relevés de 5 cm d'épaisseur demandée par Gail au nom d'Eleanor en tant que fiduciaire habilitée à les recevoir. 22 ans de retrait, de transfert et de paiement qui dépeignaient toute cette vie aux colonnes blanches. La compte sur la maison, l'adhésion au country club, une voiture, des frais de scolarité, pas les miens. Il n'y avait pas de frais de scolarité pour les miens. Les miens avaient été des emprunts, mais un semestre dans une université privée pour quelqu'un que je ne pouvais identifier, jusqu'à ce qu'Eleanor me rappelle gentiment que ma mère était retournée à l'école pendant un certain temps avec l'argent de ma grand-mère, sur mon avenir. Et qu'elle avait appelé cela, je n'en doute pas, un sacrifice. Et coulant sous tout cela, une hémorragie lente et régulière qui portait un nom dans les relevés, le même nom encore et encore sur la ligne de signature de l'autorisation, le nom de ma grand-mère, d'une main qui n'était pas celle de ma grand-mère. Et une fois, près du début, quand j'avais 10 ans, d'une écriture ronde et bouclée qui n'était pas la mienne non plus, le jour où quelqu'un avait falsifié l'accusé de réception d'un bénéficiaire et n'avait pas hésité à imiter la signature d'un élève de CM1. Non, Gail voulait que les signatures soient examinées par quelqu'un dont c'était le métier, de sorte que lorsque nous parlerions de contrefaçon, nous le ferions avec un statut professionnel derrière nous et pas seulement l'indignation d'une petite fille. Elle a tout envoyé à une experte en documents médico-légaux, une femme semi-retraitée nommée Frances Doyle, qui avait passé 30 ans à témoigner dans des affaires de succession et de fraude, et qui, m'avait prévenu Gail, me dirait la vérité, que cela me plaise ou non. Car c'était là toute sa valeur. Je l'ai rencontrée une fois dans un bureau qui sentait le vieux papier et le café, et elle a disposé les documents sous une lampe sur de grandes feuilles blanches, et m'a expliqué ce qu'elle voyait, de la façon dont un médecin vous explique une radiographie. Elle m'a d'abord montré l'autorisation de mes 10 ans, le consentement rond et bouclé portant mon nom, et elle a pointé avec le bout gomme d'un crayon la façon dont les lettres étaient formées. Un enfant de 10 ans, a-t-elle dit, écrit en script ou en cursive d'une main qui apprend encore à contrôler ses propres muscles. Une pression irrégulière partout. Ceci, a-t-elle poursuivi, est la main d'un adulte faisant une imitation lente et appliquée d'un enfant. Et l'indice est que c'est trop régulier. Personne de réellement jeune n'écrit avec autant de régularité. Et puis elle m'a montré la pression sur les traits, les petites hésitations au début de chaque lettre, les endroits où le stylo s'était arrêté alors que l'auteur jetait un coup d'œil en arrière vers quelque chose. C'était tracé ou copié, a-t-elle dit. Quelqu'un avait un échantillon de l'écriture d'un enfant devant lui et a fait de son mieux pour le reproduire lentement. Ce n'est pas ainsi que l'on signe son propre nom. Votre nom, quand vous le signez, est la seule chose que vous écrivez plus vite que vous n'y pensez. Puis elle est passée aux lettres, les cruels, les supposés rejets de ma grand-mère, et elle les a posés à côté d'un échantillon authentique de l'écriture d'Eleanor que j'avais apporté de l'une des cartes retournées. Elle a passé un long moment sur celle-ci, plus long que ce à quoi je m'attendais, et quand elle a levé les yeux, elle a enlevé ses lunettes. Et à ce moment-là, j'avais appris que lorsque ces femmes enlevaient leurs lunettes, cela signifiait que le sol avait bougé. La main à l'intérieur de ces lettres,
a-t-elle dit, essaie de paraître vieille et infirme. Le tremblement est ajouté. On peut voir qu'il est ajouté parce qu'il intervient au mauvais moment. Un vrai tremblement est continu. Et celui-ci se manifeste à la fin des mots, là où un faussaire se relâche. Et puis, la phrase que j'ai portée dans cette salle de bal comme une pierre dans ma poche. Quiconque a écrit les lettres que votre mère vous a données, a-t-elle dit, n'est pas la même personne que celle qui a écrit ces cartes que votre grand-mère a postées. Mais l'adresse sur les enveloppes des lettres cruelles et les mentions de retour à l'envoyeur sur les cartes de votre grand-mère. Celle-ci, Mademoiselle Ingram, me semble provenir du même stylo. Je ne pourrais pas en témoigner dans l'heure. J'aurais besoin de mes échantillons de comparaison. Mais si vous me demandez ce que j'en pense, je pense qu'une seule personne a construit les deux moitiés de votre éloignement. Le rejet qu'on vous a donné et le rejet qu'on lui a donné ont été écrits sur le même bureau. C'était le jour où le mot campagne a cessé d'être une métaphore. Quelqu'un s'était assis à un bureau et avait écrit dans deux directions la solitude de deux personnes, puis l'avait classé dans une boîte laquée et déposé dans une boîte aux lettres et s'était qualifié de bonne fille et de mère dévouée. Maintenant, j'aurais pu en rester là. C'est la partie que les gens ne comprennent pas toujours quand je raconte cela. À 6 semaines de mon mariage, j'avais de quoi entrer dans un commissariat de police, une salle de conférence d'avocats ou le salon de mes parents et tout faire sauter en privé. Gail me l'a dit elle-même. Elle a dit, nous pouvons procéder au civil et au pénal dès que vous serez prête. Nous n'avons pas besoin de faire du théâtre. Vous avez les documents. Et elle avait raison. Je veux être clair à ce sujet, car je ne veux pas que vous pensiez que ce que j'ai fait au mariage était parce que j'avais besoin de le faire de cette façon pour gagner. Je n'en avais pas besoin. J'ai choisi de le faire de la façon dont je l'ai fait pour une seule raison, et ce n'était pas par vengeance. Même si je comprends pourquoi cela peut ressembler à de la vengeance de l'extérieur. C'était ceci, pendant 22 ans, ma mère avait contrôlé l'histoire en privé. Chaque version de moi et chaque version d'Eleanor qui existait dans le monde avait été écrite par elle, d'une voix basse, à un îlot de cuisine, de table en table. Elle avait fait de moi la fille qui prenait les choses et d'Eleanor la femme qui partait, et elle l'avait fait par des chuchotements, une personne à la fois, là où personne ne pourrait jamais rassembler les pièces. Et le seul endroit où elle ne pouvait pas chuchoter, le seul endroit où tous ceux à qui elle avait chuchoté seraient réunis dans une seule pièce, tous ces publics à la fois, tous les poignets qu'elle avait touchés et toutes les inclinaisons de tête qu'elle avait exécutées, c'était un mariage. Mon mariage, la scène sur laquelle elle avait déjà annoncé qu'elle construisait. Parce que, et c'est la partie que je n'ai pleinement comprise que plus tard, ma mère n'a pas passé mon mariage à chuchoter que je lui avais volé sa journée par jalousie. Elle n'était pas une femme triste qui voulait de l'attention. C'était une femme prudente qui avait appris par mon père, par une gaffe, par le simple fait que je posais des questions à la banque, que sa petite fille commençait peut-être à regarder les comptes. Et une femme qui regarde les comptes est une femme qu'il faut discréditer avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche. Le chuchotement n'était pas une crise de colère. C'était une attaque préventive. Empoisonner la pièce contre la mariée dès maintenant, afin que tout ce que la mariée dirait plus tard ressemble à l'amertume d'une fille qui a gâché son propre mariage. Faire de moi la coupable à l'avance pour que la vérité arrive en portant déjà mon visage. Elle avait même un deuxième acte de prévu, bien que je n'en ai pas connu la forme exacte avant le jour J. Il y avait un refinancement. Gail l'avait repéré dans les activités récentes, une tentative en cours pour contracter un nouveau prêt sur le dernier actif réel que la fiducie détenait encore, une propriété, et le transférer proprement et légalement au nom de mes parents. Si seulement il pouvait obtenir la signature de la bénéficiaire pour donner son consentement. Moi. Et quel meilleur jour pour faire glisser un document devant une mariée émotive, dépassée et publiquement humiliée, dans un moment de chaos, un stylo déjà à la main pour signer le certificat de mariage, que son propre mariage. Ma mère n'est pas venue à mon mariage pour pleurer. Elle est venue pour conclure l'affaire. Il y a eu une nuit, environ 3 semaines avant, où j'ai failli tout annuler. Et je veux vous en parler parce que je ne veux pas que vous pensiez que j'ai traversé tout cela comme une femme qui n'a jamais vacillé. J'ai vacillé. Je me suis assise dans ma voiture devant le bureau de Gail après une longue réunion sur les comptes et j'ai pensé au désastre, à mon père risquant de perdre sa licence professionnelle, à mes parents risquant de perdre la maison, aux poursuites pénales, au club, à l'humiliation. À l'ampleur de ce qui s'abattrait sur nous. Et pendant une longue heure, j'ai pensé que je pouvais simplement l'accepter en silence, restaurer la fiducie par l'intermédiaire des avocats, récupérer ma grand-mère, fermer la porte à ma mère et ne jamais faire de scène. Pas de révélation de mariage,
pas de message vocal diffusé par les haut-parleurs, juste une fin privée et digne où le monde de personne ne brûlait en public. Et c'est Eleanor, de toutes les personnes, qui m'en a dissuadé lors de ma visite suivante, lorsque je lui ai avoué que j'envisageais de faire tout cela en douceur. Elle est restée silencieuse pendant un moment, caressant mon dos de la main avec son pouce. Et puis elle a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle a dit, Whitney, pendant 22 ans, elle a dit à une pièce remplie de gens qui tu étais, un chuchotement à la fois, et chacun d'eux l'a cru. Et il n'y a jamais eu un seul moment où la vérité a pu se lever dans cette même pièce et être prise en compte. Si tu fais cela dans le bureau d'un avocat, tu récupéreras ton argent et je récupérerai ma petite fille. Et je veux ces deux choses plus que je ne saurais le dire. Mais ces gens, le club, la famille, ceux qui t'ont regardé ce soir comme si tu étais moins que ce que tu es, ils iront dans leur tombe en croyant sa version, car une fin silencieuse ne les atteindra jamais. Elle ne se fait pas punir par un classeur. Elle se fait punir par la pièce même dans laquelle elle s'est donnée en spectacle. Et puis elle a dit la chose qui a tout décidé. Elle a dit, j'ai été cette femme à propos de qui toute une famille a été autorisée à croire des choses sans aucune chance d'y répondre, et c'est la chose la plus solitaire qui soit. Ne laisse pas cela t'arriver. Laisse la pièce l'entendre de notre bouche, ensemble, une fois pour toutes, à voix haute. Je serai là. Je veux y être. Amène-moi en fauteuil roulant en plein milieu. C'est ainsi que, dans cette petite pièce lumineuse, c'est devenu une chose que nous avons choisie ensemble. Et cela importait pour moi plus que n'importe quelle stratégie, car cela signifiait que je n'utilisais pas ma grand-mère comme un accessoire dans ma propre vengeance. Elle était une partenaire dans sa propre réhabilitation. Nous avons discuté de la forme à donner à l'événement lors de cette visite et de la suivante, de l'endroit où elle attendrait, du signal à donner, de ce qu'elle voulait dire et de ce qu'elle me laisserait dire. Elle a insisté pour apporter elle-même les relevés de compte, la pile physique, sur ses propres genoux. Elle a dit qu'elle avait porté le fait de ne pas savoir pendant 22 ans et qu'elle voulait porter la preuve sur les 30 derniers mètres. J'ai pensé de nombreuses fois depuis à quel point cela aurait pu facilement être l'histoire d'une femme utilisant un parent fragile comme une arme, et à quel point ce n'était absolument pas le cas, car Eleanor à 79 ans avait plus de force en elle que quiconque dans cette salle de bal. Et ce qui semblait, à l'ouverture des portes, être une vieille dame fragile qu'on amenait à son secours était en fait une fiduciaire arrivant pour réclamer ses fonctions à sa propre insistance, dans son propre gilet bleu de rouge-gorge, ayant attendu 22 ans pour en avoir la chance. Alors je l'ai laissé penser que cela fonctionnait. C'était la performance la plus difficile de ma vie, les 6 semaines précédant le mariage, car je devais continuer à être la fille qu'elle pensait gérer. Je l'ai laissé planifier. Je l'ai laissé raconter au club qu'elle et mon père payaient gracieusement pour tout, alors que Daniel et moi avions payé pour l'intégralité, chaque assiette, et j'avais les relevés pour le prouver, que je gardais dans un dossier dont je ne parlais pas. J'ai souri pendant les essayages de robe et les plans de table, et au moment où elle a suggéré, si légèrement, qu'il y aurait peut-être un peu de paperasse à régler à la réception, juste une affaire de famille. Rien d'inquiétant pour ton grand jour. Et j'ai dit, bien sûr, maman. Tout ce que tu veux. Et je voulais dire par là quelque chose de tout à fait différent de ce qu'elle pensait. L'heure la plus difficile de ces 6 semaines a été la fête prénuptiale. Et je veux vous en parler parce que c'est l'image la plus claire que je puisse vous donner de ce que ma mère était réellement, travaillant dans son élément naturel. Elle l'organisait, bien sûr, elle avait insisté pour que cela se fasse au club, dans la plus belle pièce avec le plus beau linge, 40 femmes de son monde et du mien. Et elle s'est levée avant même que les petits fours ne soient à moitié consommés pour prononcer un petit discours sur sa fille qui était un chef-d'œuvre du genre. Elle a parlé de sa fierté. Elle a parlé des sacrifices, ce mot, il la suivait dans chaque pièce comme un parfum. Les sacrifices que Gérald et elle avaient faits pour que je puisse réaliser mes rêves. Et elle s'est tamponné les yeux, et 40 femmes ont fait, oh. Et puis elle a dit, avec un petit rire, qu'elle espérait bien sûr que je me souviendrais, une fois partie dans ma nouvelle vie de mariée, de qui m'avait donné mon départ. Et elle m'a regardé en disant cela. Et toutes les femmes de cette pièce m'ont regardé, attendant que la fille reconnaissante se lève et confirme la légende. Et j'ai compris que cette fête était une répétition, qu'elle testait sur le terrain l'histoire qu'elle allait diffuser à plein volume au mariage, observant si la pièce y croyait, si je jouais mon rôle. Alors je l'ai joué. Je me suis levé et j'ai levé mon verre de punch tiède. Et j'ai dit merci à ma mère pour tout. Et j'ai laissé le mot « tout » reposer dans ma bouche comme une pièce de monnaie que j'allais dépenser ailleurs plus tard. Et la pièce s'est illuminée, et ma mère s'est illuminée.
Et à l'intérieur, j'étais aussi froide et lucide qu'un matin de janvier. Mais elle a failli m'avoir à cette fête. Et c'est la partie où mes mains deviennent encore un peu moites quand je m'en souviens. Vers la fin, dans le vestiaire, à l'écart des autres, elle m'a coincé à sa manière, la main légère sur mon avant-bras, la tête penchée, la voix basse et chaleureuse, et elle a dit, ma chérie, la chose la plus étrange. La banque a appelé à la maison au sujet d'une mise à jour de compte sur ton dossier, quelque chose à propos de tes comptes qui serait lié à quelque chose de plus ancien. Et je leur ai dit que ce devait être une erreur, que tout cela avait été fermé il y a des années. Tu n'es pas allé fouiller à la banque, n'est-ce pas? Tu sais comment ils font des erreurs et inquiètent les gens pour un rien. Et voilà. Elle savait. Pas tout, mais assez. Elle savait que j'avais été à la banque. Elle avait senti le fil de déclenchement. Et elle se tenait dans un vestiaire pour tester si j'allais tressaillir. Et chaque instinct de mon enfance criait de s'expliquer, de rassurer, d'apaiser son visage pour qu'il retrouve son calme comme j'avais passé 29 ans à le faire. À la place, j'ai ri. Un petit rire léger que je m'étais entraîné à faire. Et j'ai dit, oh, le changement de nom, maman. C'est un tel casse-tête. Ils doivent tout mettre à jour quand on change de nom. Ce n'est que de la paperasse de mariage. Ça me rend folle. Et je l'ai regardée décider si elle devait me croire. Je l'ai vu soupeser la situation. Et parce que je lui avais donné la seule explication qui correspondait à son hypothèse, une mariée un peu saute-noyée dans la logistique du mariage, trop éparpillée pour être dangereuse, elle a souri, m'a tapoté le bras, a dit, eh bien. Ne les laisse rien te facturer, et s'est retournée vers ses invités. Et je suis allé dans les toilettes du club et j'ai agrippé le bord du lavabo jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches, parce que je venais de mentir en face à ma mère et de réussir l'épreuve. Et réussir cette épreuve ne ressemblait en rien à ce que je voulais ressentir à nouveau, et ressemblait aussi à la seule porte de sortie. Et j'ai fait 3 choses dont elle n'a jamais rien su. Premièrement, Gail Harmon a tout préparé, la comptabilité, les fausses autorisations, la déclaration sous serment d'Eleanor, le rapport préliminaire de l'analyste en écriture sur les lettres. Et la signature de mes 10 ans sous une forme qui pourrait devenir une action en justice formelle dès que j'en donnerai l'ordre. Et elle s'est assurée que la fiduciaire, ma grand-mère, la femme qui détenait encore légalement tout le pouvoir et que tout le monde croyait morte, soit prête à agir. Deuxièmement, j'ai organisé, avec une administratrice de l'établissement qui a pleuré quand je lui ai dit la vérité, un service de transport médical et le consentement enthousiaste, ravi et absolu de ma grand-mère, la venue d'Eleanor à mon mariage. Cette organisation a été une petite guerre en soi. Et je veux vous parler de l'administratrice, une femme nommée Carole, qui dirigeait le bureau d'accueil de Brookhaven, et qui avait cru ma mère sur parole pendant 6 ans quant au fait que la petite fille d'Eleanor s'était éloignée et qu'il valait mieux la tenir à distance. Quand je me suis assise en face de Carole et que je lui ai exposé les faits, les cartes retournées, la fausse coordinatrice de soins, la comptabilité, le fait que la femme contre laquelle elle avait protégé Eleanor était celle qui se tenait entre Eleanor et la personne qui l'aimait le plus. Carole a mis sa main devant sa bouche, puis elle a sorti le dossier d'Eleanor et a pâli, car dans ce dossier, écrite de la main de ma mère, se trouvaient des notes et des instructions construites au fil des ans pour empêcher précisément cela de se produire. Des demandes pour que les visiteurs soient présélectionnés, une note datant de 3 ans en arrière, signalant que la petite fille pourrait tenter de prendre contact et devrait être redirigée vers le contact familial désigné. Ma mère avait planifié mon arrivée des années avant que je ne pense à venir. Carole a lu cette note et a dit doucement, « Nous avons suivi cela. Nous pensions bien faire pour une résidente vulnérable. » Et j'ai dit, « On vous a menti, tout comme à moi, tout comme à Eleanor. Et maintenant, vous allez être celle qui aide à réparer cela. » Et Carole a essuyé ses yeux et est devenue à partir de cette heure l'alliée la plus utile que j'avais. Elle s'est occupée de l'autorisation médicale pour qu'Eleanor puisse voyager. Elle a coordonné le transport. Elle a fait tout cela sans un mot à la personne de contact désignée dans le dossier, car un résident adulte compétent n'a pas besoin de la permission de sa fille pour assister au mariage de sa propre petite-fille. Et quand on a demandé clairement à Eleanor si elle voulait venir, elle avait serré ma main et dit, « Essaie de m'en empêcher », d'une voix de 22 ans plus jeune que son corps. Le risque le plus important de tout mon plan était que ma mère apprenne d'une manière ou d'une autre qu'Eleanor se préparait à voyager. Et pendant 6 semaines, j'ai vécu avec le sourd grondement de cette peur, vérifiant mon téléphone, m'attendant presque à un appel de cette voix blessée, Whitney, la chose la plus étrange. Brookhaven dit que quelqu'un a rendu visite à ta grand-mère.
Mais cela n'est jamais venu, car toute la cruauté ingénieuse de ma mère avait un point aveugle intégré. Elle était si certaine que nous croyions toutes les deux à l'histoire qu'elle avait écrite qu'il ne lui est jamais venu à l'esprit de vérifier si nous avions commencé à la réécrire. Sa confiance était la fissure par laquelle je suis passé. Non pas pour être exhibé, mais pour être là, car elle s'est avérée être la seule famille que j'avais choisie, et une mariée a le droit de choisir. Troisièmement, et voici la note pliée, celle que vous attendiez, celle que tout le monde me demande toujours. J'ai fait quelque chose avec un message vocal, car voici ce que ma mère, pourtant si prudente, a oublié, les personnes prudentes s'installent dans le confort. 6 semaines avant le mariage, au milieu de l'orchestration de tout cela, ma mère m'a appelé et, pensant avoir raccroché, n'a pas raccroché. Et mi téléphone a continué d'enregistrer. Et pendant 91 secondes, j'ai un enregistrement de la vraie voix de ma mère, pas celle blessée, celle du travail, parlant à mon père dans la pièce d'à côté, disant. Et je l'ai écouté tant de fois que je pourrais le réciter dans mon sommeil. 10 ans, elle pose des questions à la banque, Gérald. Nous devons faire signer le consentement à la petite au mariage pendant qu'elle est trop déstabilisée pour le lire, et faire transférer et régler le reste de cet argent avant qu'elle ne pense à demander quoi que ce soit à sa grand-mère. En supposant que la vieille soit encore. Et puis un rire, un petit rire, le genre de rire qui termine une phrase qu'on n'a pas besoin de finir. Faire régler le reste de son argent avant qu'elle ne pense à lui demander. Son argent. Pas le nôtre, le sien. Ma mère de sa propre voix, l'appelant mon argent et prévoyant de le faire régler avant que je ne puisse interroger la grand-mère qu'elle avait passé 22 ans à faire passer pour disparue. Laissez-moi vous raconter la nuit où j'ai trouvé ce message vocal, car c'est le moment où j'ai été le plus près de perdre mon sang-froid dans toute cette affaire. Et parce que c'est le moment où tout cela a cessé d'être une question d'argent pour devenir une question sur le genre de personne qu'était réellement ma mère quand elle pensait que personne ne l'écoutait. Il était tard. Je faisais défiler mes messages vocaux, supprimant les anciens comme on le fait. Et il y en avait un de ma mère, 91 secondes, d'un jour dont je ne me souvenais que comme d'un appel ordinaire au sujet des plans de table. Et j'ai failli le supprimer sans le lire. Et puis un instinct m'a poussé à appuyer sur lecture. Et pendant les 8 ou 9 premières secondes, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, la voix de téléphone de ma mère disant quelque chose au sujet de la table d'honneur. Et puis sa voix s'est éloignée du téléphone, étouffée comme elle l'est quand on baisse le combiné sans mettre fin à l'appel. Et j'ai réalisé qu'elle n'avait pas raccroché. Elle pensait l'avoir fait, et j'entendais sa maison, sa vraie maison, celle derrière les colonnes avec la scène éteinte. J'ai entendu la voix de mon père dans une autre pièce. Et j'ai entendu ma mère lui répondre dans un registre que je n'avais sincèrement jamais entendu en 29 ans passés à être sa fille, plat, sec, professionnel, sans la moindre trace de blessure, disant que je posais des questions à la banque. Qu'il devait faire signer le consentement à la petite au mariage pendant qu'elle était trop déstabilisée pour le lire, qu'il devait faire transférer et régler le reste de cet argent avant que je ne pense à demander quoi que ce soit à ma grand-mère, en supposant, a-t-elle dit. Et là est venu le rire, en supposant que la vieille soit encore là. Et le rire. Je vous ai déjà décrit ce rire, mais j'ai besoin que vous compreniez ce qu'il m'a fait alors que j'étais assise seule dans ma cuisine à minuit. Car c'était un petit rire sec, confortable, le rire de quelqu'un de tout à fait à l'aise, et il visait la question de savoir si sa propre mère était encore en vie, une femme qu'elle avait personnellement placée à 2h30 de là. Et il traitait la mort possible de cette femme comme une plaisanterie, un détail à régler, une chose qui serait pratique si elle se résolvait d'elle-même. Je l'ai écouté 4 fois. Mes mains tremblaient si fort à la 3e fois que j'ai failli faire tomber le téléphone. Et je veux être honnête sur le fait que mon premier sentiment n'était pas de la stratégie. C'était de la nausée. Une compréhension physique complète que la femme qui m'avait élevé puisse prononcer ces mots avec cette voix. Que la blessure qu'elle affichait en public était un costume qu'elle retirait chez elle. Mais sous la nausée, froid et régulier, l'instrument précis en moi s'activait déjà. Comprenant déjà qu'un message vocal est un fait, qu'un fait se diffuse par des haut-parleurs, qu'une pièce qui pardonnera toujours à une mère et doutera d'une mariée ne peut pas contester la propre voix non surveillée de cette mère. J'ai envoyé le fichier audio par email à moi-même, à Daniel, à Gail, 3 copies dans 3 endroits différents avant de m'autoriser à aller me coucher. Et je n'ai pas dormi. Et le matin, je savais exactement comment le mariage allait se terminer. J'ai donné ce message vocal au DJ, pas les mots, le fichier. Je l'avais programmé sur un petit lecteur et j'avais écrit sur une simple note pliée la seule instruction dont il avait besoin. Et je lui ai dit qu'à un moment précis,
si je lui faisais un signe de tête depuis le micro, il devait diffuser l'audio que je lui avais donné sur les haut-parleurs à plein volume, une fois, jusqu'au bout. C'était un homme gentil, se dit-je, un professionnel du mariage qui avait manifestement vu d'autres choses. Et quand je lui ai expliqué juste ce qu'il fallait, il m'a regardé pendant un long moment et a dit « Vous êtes sûr ?» Et j'ai dit « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. » Et il a dit « Alors je m'en occupe. » Il ne savait rien des portes arrière. Personne ne savait, à part moi, Daniel et Ross, le détective, qui était à 7h à 2h30 de route, puis à 2h, puis à 90 minutes, conduisant ma grand-mère vers le sud pour un mariage, guettant mon SMS. Ce qui nous ramène là où nous avons commencé. Robe ivoire, coupe de champagne dont elle ne boit jamais. Ma mère passant de table en table, posant ses doigts sur les poignets, penchant la tête, chuchotant que j'avais volé sa journée. Et moi en blanc près du gâteau, souriant à chaque visage qui se tournait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, merci sincèrement. Mettez un mot dans les commentaires. Mettez d'où vous écoutez. Mettez le mot « grand-mère » si on vous en a déjà pris une par quelqu'un qui voulait ce qu'elle détenait, car à partir d'ici, tout va très vite. Et je ne veux pas que vous manquiez une seule seconde de la façon dont une pièce se retourne. Laissez-moi vous raconter comment la pièce s'est retournée, car elle s'est retournée de la façon dont elle l'avait construite, complètement, avant de se retourner dans l'autre sens. Au moment où les assiettes ont été débarrassées et où les toasts ont approché, le chuchotement de ma mère avait fait son œuvre. Je pouvais le ressentir de la façon dont on ressent le temps qu'il fait. La chaleur dans laquelle une mariée est censée nager toute la nuit s'était refroidie par endroits. La tante de Daniel, qui m'avait serré dans ses bras à la répétition, m'a fait un petit signe de tête serrée qui n'atteignait pas ses yeux. Une amie d'université de ma mère m'observait par-dessus le bord de son verre avec la pitié spécifique que les gens réservent aux jeunes femmes qu'ils ont décrétées égoïstes. Quelqu'un à la table familiale a dit, assez fort pour que cela porte et assez doucement pour pouvoir le nier, que c'était dommage après tout ce que Diane et Gérald avaient fait. Dépenser, donner, pour que la journée ressemble à cela. Dépenser, donner. J'ai vu cela se déplacer dans la pièce par étapes, de la façon dont la marée monte. Et je me suis forcé à regarder parce que j'avais décidé que si j'allais la laisser construire cela jusqu'au bout, je me devais de voir exactement jusqu'où elle pouvait l'empiler. Il y avait une femme du club, la femme de quelqu'un, qui a croisé mon regard près du bar, et m'a dévisagé de haut en bas d'un air délibéré. Le regard que les femmes lancent à une mariée qu'on leur a présentée comme indigne, puis elle a détourné l'épaule. Il y avait une de mes grands-tantes qui m'a pris les mains et m'a dit avec une tristesse sincère qu'elle espérait que je trouverais un moyen d'apprécier mes parents un jour, que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une mère qui donne autant, et j'ai dit, oui, ma tante, sans y penser. Et elle m'a serré les mains comme si elle m'avait fait une faveur. Il y avait un groupe d'amis de ma mère près des fenêtres qui se sont tus quand je suis passé, puis ont repris quand j'ai été juste assez loin. Et j'ai entendu le mot « égoïste » tomber dans l'air derrière moi comme un verre brisé. Et le plus étrange, la partie sur laquelle je m'interroge encore, c'était à quel point cela faisait du bien à ma mère. À quel point cela la nourrissait visiblement. Je pouvais le voir depuis l'autre bout de la pièce. La façon dont elle se tenait un peu plus droite à chaque nouvelle recrue. La façon dont la blessure sur son visage devenait d'une certaine manière plus confortable à mesure que les gens la lui renvoyaient. Elle ne souffrait pas. C'était la chose que toute la pièce comprenait de travers. Elle était nourrie. Elle avait passé 22 ans à être la seule auteure de l'histoire, et voici qu'enfin se présentait le plus grand public qu'elle aurait jamais, croyant chaque mot. Et elle se déplaçait parmi eux comme une femme au sommet de sa puissance. Et je me tenais près du gâteau et je la laissais monter. Et seul Daniel à mes côtés savait que plus elle montait haut, plus elle avait de chemin à parcourir pour tomber, car les portes à l'arrière de la pièce avaient un horaire qu'elle ignorait. Il y a une patience d'un genre particulier qui ressemble de l'intérieur presque exactement à de la paix. C'est ce que j'avais. Pas du calme exactement, de la certitude. La certitude de quelqu'un qui détient la dernière carte dans un jeu que tous les autres pensent déjà terminé. Les mots suivaient ma mère dans la pièce comme la traîne de sa robe ivoire. Et la chose magnifique et terrible était qu'elle n'avait jamais une seule fois haussé la voix. Elle pleurait un peu, joliment dans un mouchoir, et laissait les gens la consoler. Et chaque geste de réconfort était une brique dans le mur qu'elle construisait autour de moi. Et je la laissais toutes les poser, car Daniel m'avait envoyé un SMS sous la table. Ross était à 90 minutes. Puis à 60. Puis,
alors que le témoin terminait un toast qui tombait dans une pièce trop froide pour s'y réchauffer, la main de Daniel a trouvé mon genou sous la nappe et a pressé une fois, ce qui était le signal. Ce qui signifiait que Ross lui avait envoyé le mot sur lequel nous nous étions mis d'accord, ici. Ma grand-mère était là. Dans une camionnette derrière la salle de réception, aux portes de livraison près de la cuisine, les portes arrière, attendant dans un fauteuil roulant avec une couverture de laine de la couleur d'un œuf de rouge-gorge et une pile de relevés de compte de 22 ans de 5 cm d'épaisseur dans un sac en toile sur ses genoux, m'attendant. Ma mère a choisi ce moment. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle avait construit pour cela, pour se pencher vers moi, ses yeux encore humides, sa voix encore douce, et dire, ma chérie, avant de danser, il y a la petite paperasse. Papa là. Viens juste signer dans la pièce à côté. Ça prendra 1 minute. C'est juste une affaire de famille. Et elle m'a souri avec une telle tendresse que, pendant une demi-seconde, la vieille machinerie en moi, la machinerie de l'enfant reconnaissante, a failli fléchir pour dire oui. Et puis j'ai regardé au-delà d'elle la pièce qu'elle avait passé toute la nuit à empoisonner, tous ses visages tournés, tous ses poignets touchés. Et j'ai regardé mon père qui se levait à moitié, un dossier à la main, mon avenir dans un dossier. Et j'ai dit d'une voix posée pour porter plus loin qu'elle ne s'y attendait, bien sûr, maman. Mais d'abord, j'aimerais dire quelque chose. En tant que marié, je pense que j'y ai droit. Et je me suis levé, j'ai relevé ma robe, et je ne suis pas allé dans la pièce d'à côté. Je suis allé vers le DJ. Je veux ralentir ici, car c'est la partie que je vous ai promise et je veux que vous la voyiez comme la pièce l'a vue, c'est-à-dire une mariée. Une mariée dont sa propre mère avait passé toute la nuit à faire le portrait du coupable, traversant la pièce avec quelque chose de plié à la main, montant sur la petite estrade et prenant le micro. On pouvait sentir la pièce se tendre. Je pense que la moitié d'entre eux s'attendaient à ce que je donne raison à ma mère sur le champ, que je m'effondre, que je fasse une scène, que je sois la fille égoïste qui gâche son mariage. Ma mère le pensait certainement. Je l'ai regardée s'asseoir en arrière avec la plus légère satisfaction. Le regard d'une femme dont le plan arrive exactement à l'heure, car une mariée s'emparant d'un micro après l'ambiance qu'elle avait construite ne pouvait se terminer que d'une seule façon, en sa faveur. J'ai tendu au DJ la note pliée. Il a lu la seule ligne inscrite dessus. Il m'a regardé. J'ai hoché la tête et j'ai dit dans le micro, dans une pièce silencieuse, face à chaque visage que ma mère avait retourné contre moi, j'aimerais vous remercier tous d'être ici pour le jour le plus honnête de ma vie. Et puis j'ai dit, avant de dire quoi que ce soit d'autre, j'aimerais que vous entendiez quelque chose. Et j'ai hoché la tête à nouveau. Le message vocal a retenti. J'ai beaucoup pensé à la clémence de la technologie. Une pièce remplie de gens qui donneront toujours à une mère le bénéfice du doute par rapport à une mariée ne peut pas contester la propre voix enregistrée d'une mère. Elle a rempli la pièce. Chaque haut-parleur net, unique. La voix professionnelle de ma mère, pas sa voix blessée. Elle pose des questions à la banque. Gérald, nous devons faire signer le consentement à la petite au mariage pendant qu'elle est trop déstabilisée pour le lire, et faire transférer et régler le reste de cet argent avant qu'elle ne pense à demander quoi que ce soit à sa grand-mère. En supposant que la vieille soit encore. Et puis le rire. Ce petit rire diffusé à plein volume dans une salle de bal. Devant plus de 100 personnes qui avaient passé la soirée à s'entendre dire que j'étais la voleuse. Son argent réglé, grand-mère. Le rire. Vous n'avez jamais entendu une pièce devenir si silencieuse. Ce n'était pas le silence de la confusion. C'est la chose que les gens apprécient mal. C'était le silence de 100 personnes réorganisant 22 ans d'une histoire en l'espace de 91 secondes et se tournant lentement, non pas vers moi, mais vers elle. Et c'est là que les portes arrière se sont ouvertes. Si vous avez déjà attendu toute votre vie que la vérité entre dans une pièce sur ses propres pieds ou ses propres roues, restez avec moi, car je n'oublierai jamais, tant que je vivrai, le bruit que ces portes ont fait ni le spectacle qui s'est présenté à travers elles. Ross poussait le fauteuil roulant, et à l'intérieur, droite, alerte, dans son gilet bleu de rouge-gorge, avec un sac en toile contenant des relevés de compte sur ses genoux et ses mains fortes et minces croisées dessus, se tenait ma grand-mère, Eleanor, vivante, 79 ans. Vive d'esprit et bien présente, qu'on amenait par le centre de la salle de réception vers une petite fille munie d'un micro, devant une mère qui avait répété au monde entier pendant 22 ans que cette femme avait disparu. Ma mère s'est levée. J'ai regardé son visage faire la grimace que je garderai en mémoire pour le reste de ma vie. La chose qu'aucune preuve et aucune déclaration sous serment n'auraient jamais pu m'apporter,
à savoir le moment exact où une personne prudente réalise qu'il ne reste plus rien pour être prudente. Elle est devenue blême. Elle a prononcé le nom de ma grand-mère, maman, une fois, d'une voix dépourvue de toute mise en scène, et s'est sorti cassé, enfantin et craintif. Car toute l'architecture, les 22 ans de construction, dépendait du fait que ces deux personnes ne se trouvent jamais ensemble dans la même pièce, que la petite fille n'interroge jamais la grand-mère et que la grand-mère ne montre jamais les contes à la petite fille. Et nous y étions toutes les deux. Nous y étions toutes les deux, et les contes étaient sur les genoux d'Éléanore. J'ai dit dans le micro, toujours calme, car je m'étais promis de ne pas être la personne qu'elle avait passé toute la nuit à décrire, tout le monde, j'aimerais vous présenter ma grand-mère, Éléanore. Ma mère m'a dit qu'elle s'était éloignée. Puis elle m'a laissé croire qu'elle avait disparu. Elle a été en vie pendant tout ce temps, à 2h30 de route, dans une pièce que je n'avais pas le droit de visiter parce que ma mère était la seule personne autorisée à approuver les visiteurs de ma grand-mère, et ma mère n'approuvait personne. Pendant 22 ans, chacune de nous s'est fait dire que l'autre était partie. Aucune de nous ne l'a fait. On nous a maintenus à distance exprès, et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Et puis j'ai fait l'explication en 8 étapes, bien que j'ai ignoré qu'elle s'appelait ainsi jusqu'à plus tard. Je savais simplement dans quel ordre la vérité voulait sortir. Premièrement, le mensonge, énoncé clairement, pour que personne ne puisse prétendre que cela n'avait pas été l'histoire. Ma mère a raconté à beaucoup d'entre vous ce soir, et depuis des années, que Gérald et elle avaient tout sacrifié pour m'offrir la vie que j'ai, mes études universitaires, ce mariage, leur générosité. J'ai vu des têtes hochées, car c'était le mensonge dont on les avait nourris, et il avait encore sa forme. Deuxièmement, l'épreuve. Daniel s'est approché de moi et m'a tendu le dossier, et j'ai brandi les reçus du mariage. Chaque assiette de cette réception a été payée par moi et mon mari. J'ai les reçus. Mes parents n'ont rien payé, bien qu'ils aient dit à votre club qu'ils avaient tout payé. Et puis j'ai brandi les comptes de la fiducie. Et ceci. Ceci représente 22 ans de retrait sur une fiducie que ma grand-mère a créée pour moi quand j'étais bébé pour mes études, mon avenir. Le fonds universitaire, m'a-t-on dit quand j'avais 14 ans, avait été perdu dans la récession. Il n'a jamais été perdu. Il a été dépensé pour cette maison, pour cette adhésion au club, pour la voiture sur le parking, pour une histoire de sacrifice. Troisièmement, le déni, arrivant pile à l'heure, car ils ne peuvent pas s'en empêcher. Mon père a retrouvé sa voix et a dit à haute voix que c'était insensé, que j'étais folle, que j'avais besoin d'aide, que Diane n'avait fait que m'aimer. Et ma mère, reprenant un brin d'assurance, a dit de sa voix blessée, « Whitney, comment as-tu pu faire cela à ton propre mariage devant tout le monde ?» C'est exactement, et je l'ai laissé aller jusque-là. Exactement le genre de choses qu'une fille égoïste qui vole les journées ferait. Avant de passer à l'étape 4, qui consistait à être plus forte et plus silencieuse, pas plus forte en voix, je n'ai pas haussé le ton. J'ai dit, vous avez raison de dire que quelqu'un a falsifié une signature. Et j'ai brandi l'autorisation de mes 10 ans. Ceci est un retrait sur ma fiducie, autorisé par ma signature, daté de l'année de mes 10 ans. Je n'ai pas signé cela. Un enfant de 10 ans ne peut pas consentir à un décaissement de fiducie. Quelqu'un a signé mon nom. Et j'ai brandi les lettres. Et voici les lettres que tu m'as données pendant des années et dont tu disais qu'elles venaient de ma grand-mère pour me dire qu'elle m'avait coupé de sa vie. L'écriture à l'intérieur ne correspond pas à l'adresse sur l'enveloppe. Et il n'y a de cachet de la poste sur aucune d'entre elles. Elles n'ont jamais été postées. Elles ont été écrites dans cette maison et placées dans une boîte pour faire croire à un enfant que sa grand-mère la détestait, afin que l'enfant cesse de poser des questions sur la femme qui aurait pu ouvrir les comptes. Cinquièmement, la révélation. Toute la structure formulée une fois pour que la pièce puisse la retenir. Vous l'avez isolée. Vous m'avez dit qu'elle était partie et vous lui avez dit que je ne voulais pas d'elle pour que la seule personne ayant le droit légal de vérifier ma fiducie ne parle jamais à la seule personne à qui appartenait cette fiducie. Et dans le silence entre nous, vous avez dépensé mon avenir et appelé cela votre sacrifice. Et ce soir, quand vous avez découvert que je posais enfin des questions, vous ne vous êtes pas arrêté. Vous êtes venu à mon mariage pour m'humilier à l'avance pour que personne ne me croie, et pour faire glisser un formulaire de consentement devant moi dans le chaos afin de prendre le reste de l'argent. C'est la paperasse dans le dossier de papa. C'est un refinancement de la dernière propriété de la fiducie à vos noms. Vous vouliez que je le signe ce soir, déstabilisé, devant tout le monde. Sixièmement, le silence, et il n'était pas le mien. Il était le leur et celui de la pièce,
et il a duré assez longtemps pour que j'entende les glaçons fondre dans son verre. Septièmement. Et c'est la partie que je n'aurais pas pu écrire. La partie qui n'arrive que lorsqu'une personne prudente finit par manquer de prudence. Ma mère a perdu le contrôle. Elle s'est levée de toute sa hauteur et a dit d'une voix qui correspondait enfin à celle du message vocal. La voix du travail. La vraie. Elle a dit, cet argent était de toute façon gâché pour toi, espèce d'ingrate. Tu aurais. Et elle s'est arrêtée, mais pas assez tôt, car 100 personnes venaient d'entendre une mère affligée et sacrifiée déclarer que l'avenir volé d'un enfant était gâché pour lui. Avec la même voix qu'ils venaient d'entendre sur les haut-parleurs. Et il n'y a pas de mouchoir au monde dans lequel on puisse pleurer pour effacer cela. Et huitièmement, les conséquences, que j'ai présentées non pas comme une menace, mais comme un fait, de la façon dont Gail me l'avait appris, car les faits n'ont pas besoin de volume sonore. Ma grand-mère est la fiduciaire de cette fiducie. Elle l'a toujours été. Elle n'a jamais démissionné. Elle n'a jamais autorisé un seul de ses retraits, et elle est prête à en témoigner sous serment parce qu'elle est juste ici, et vous pouvez lui demander vous-même. Notre avocate a déposé une demande pour une reddition de compte complète et pour restituer la fiducie à mon nom. Un examinateur d'écriture a examiné les signatures. C'est désormais une affaire pénale de contrefaçon de signature et cela n'est plus entre mes mains, mais entre les mains de personnes qui ne participent pas au dîner de country club. Je ne suis pas venu à mon mariage pour détruire qui que ce soit. Je suis venu pour me marier, pour cesser d'être volé et pour redonner à ma grand-mère les 22 ans que je peux lui donner dès ce soir. Et puis j'ai posé le micro, je suis descendu de l'estrade et j'ai fait la seule chose que j'avais réellement planifiée depuis le début, sous toute la stratégie. La seule partie qui n'avait jamais été à leur sujet. Je suis passé devant ma mère qui prononçait mon nom, devant mon père qui tenait toujours le dossier que personne ne signerait jamais, et devant chaque visage tourné qui se tournait une seconde fois. Et je me suis agenouillé sur le sol de cette salle de réception, dans ma robe blanche, devant le fauteuil roulant de ma grand-mère. Et j'ai posé ma tête sur ses genoux comme je devais le faire quand j'étais assez petite pour écosser des petits pois sur la marche arrière de la maison. Et elle a posé ses mains fortes et minces sur mes cheveux. Et elle a dit d'une voix que toute la pièce silencieuse pouvait entendre, « Voilà ma Whitney. Voilà ma petite fille. Je savais que tu ne m'avais jamais quitté. » Et j'ai dit, « Je savais que tu ne m'avais jamais quitté non plus, grand-mère. » Et nous sommes restés ainsi pendant que la pièce de ma mère, la pièce pour laquelle elle avait dépensé 22 ans et un mariage entier s'effondrait autour d'elle sans que j'aie à prononcer un mot de plus. Si vous êtes encore avec moi, et j'espère que vous l'êtes, car cette dernière partie est celle qui m'importe vraiment. Restez encore une minute, car la révélation n'est pas la fin. Elle ne l'est jamais. La fin est ce que l'on fait du silence qui suit. La nuit ne s'est pas dissoute dans le chaos. Cela m'a surprise. Je pense que tout le monde s'attendait à des cris, à une scène, à la sécurité. Mais il y a quelque chose dans la vérité arrivant avec des documents et un témoin en fauteuil roulant qui fait qu'une pièce devient ordonnée au lieu de devenir sauvage. Ma mère a essayé encore une fois de s'en sortir. Elle s'est dirigée vers un groupe de ses amis du club, sa voix blessée réactivée, et je les ai regardés une par une reculer devant elle. Ces mêmes poignets qu'elle avait touchés toute la nuit se croisant désormais sur les poitrines, et j'ai compris que le chuchotement ne fonctionne que dans l'obscurité et que j'avais allumé toutes les lumières du bâtiment. Mon père s'est assis lourdement et n'est pas resté debout pendant un long moment. Quelques invités sont partis. La plupart sont restés parce que Daniel, que Dieu le bénisse, est allé voir le DJ et a dit doucement, joue quelque chose. Dansons. Ma femme aimerait danser à son mariage. Et le DJ, qui avait fait partie de tout cela, a mis un morceau chaleureux. Et lentement, les gens qui avaient choisi de me croire sont venus sur la piste. Et les gens qui ne l'avaient pas fait se sont éclipsés, et cela s'est avéré être son propre genre de comptabilité. La pièce se triant elle-même entre ceux que je garderais. La grand-tante qui m'avait dit quelques heures plus tôt d'apprécier mes parents un jour m'a retrouvé près du bord de la piste. Elle avait pleuré. Elle m'a repris les mains, ces mêmes mains qu'elle avait serrées quand elle pensait que j'étais ingrate. Et elle m'a dit qu'elle était désolée de l'avoir cru, Diane, pendant des années, que tout le monde l'avait fait. Que cela avait été si facile de la croire parce que Diane rendait cela si facile, et qu'elle avait honte de m'avoir regardé comme elle l'avait fait. Je lui ai dit la vérité, à savoir que je ne lui en voulais pas, qu'un bon mensonge raconté avec assez de patience convaincra n'importe qui, que j'y avais cru moi-même pendant 29 ans, et que j'étais celle à propos de qui on le racontait. Et elle est allée s'asseoir avec Eleanor pendant un long moment.
2 vieilles femmes qui avaient été de part et d'autre d'une histoire qu'aucune d'elles n'avait écrite. Et je les ai regardées parler, et j'ai pensé, c'est ce que fait la lumière. Elle ne fait pas qu'exposer le menteur. Elle donne à tout ce qu'elle a utilisé un chemin de retour. Cela, plus encore que le visage blanc de ma mère, est ce que je garderai. J'ai dansé avec Daniel. Et puis, et c'est la photographie que je sauverais de toute la nuit si je ne devais en sauver qu'une seule, j'ai dansé avec ma grand-mère, c'est-à-dire que j'ai tenu ses mains et me suis balancé pendant qu'elle était assise dans son fauteuil et riait de son rire faux, le vrai. Celui de la marche arrière de la maison, et la couverture bleuve de rouge-gorge a glissé de ses genoux, et aucune de nous ne l'a ramassée. Voici ce qui s'est passé ensuite, car vous méritez de savoir que cela ne s'est pas arrêté à une fête. Gail Harmon a tout déposé la semaine suivante. Le rapport complet de l'examinateur d'écriture a confirmé ce que le rapport préliminaire suggérait, à savoir que les autorisations portant le nom de ma grand-mère n'avaient pas été écrites par ma grand-mère. Et que le consentement portant ma signature de mes 10 ans n'avait été écrit par aucun enfant. Ma grand-mère, toujours la fiduciaire légitime, a formellement agi pour restituer la fiducie à mon nom et pour exiger une reddition de compte complète et le remboursement de chaque dollar prélevé, et parce que la fiduciaire elle-même était celle qui intentait l'action. Il n'y avait aucun mur astucieux que ma mère pouvait construire contre cela cette fois-ci. Elle s'était faite le gardien d'une femme dont elle supposait qu'elle ne se réveillerait jamais pour compter ses avoirs. La contrefaçon de signature est une affaire pénale à présent, et elle n'est pas mince. 22 ans, une maison et un style de vie entier à rembourser. Et cela se déroule dans des bureaux sans papier peint et sans vin, selon un calendrier que je ne contrôle pas et avec lequel j'ai fait ma paix en acceptant de ne pas le contrôler. La maison aux colonnes blanches n'est pas la récompense d'une vie soignée. C'est une pièce à conviction. Je comprends que mon père puisse perdre sa licence professionnelle sur laquelle il construisait ses discours sur la transmission. Je ne lui ai pas fait cela. Il a signé son nom à côté d'un rire. Les gens me demandent si je me sens coupable. Ils le demandent avec précaution, de la façon dont on interroge une femme qui a fait exploser sa famille à son propre mariage. Et j'y ai réfléchi honnêtement parce que je ne veux pas être le genre de personne qui ne vérifie jamais ses propres mains. Voici ma réponse, je n'ai rien pris à mes parents. Il n'est pas inventé un document, un message vocal ou une grand-mère. Je n'ai pas haussé la voix. Chaque chose qui s'est effondrée cette nuit-là, ils l'ont construite et j'ai seulement cessé de la soutenir. Pendant 29 ans, j'ai soutenu une histoire dans laquelle j'étais la fille qui prenait les choses et ma grand-mère la femme qui partait. Et le seul crime que je puisse trouver en moi est d'avoir soutenu cela si longtemps, d'avoir été une enfant si bonne et si reconnaissante qu'il a fallu une conseillère bancaire accidentelle et un timbre non oblitéré pour me faire tout poser. Alors, non, je ne me sens pas coupable. Je me sens pour la première fois de ma vie debout sur un sol qui est réellement là. Et voici la limite, car une histoire comme celle-ci n'est pas terminée tant que la personne qui la raconte n'a pas dit clairement ce qu'elle permettra et ce qu'elle ne permettra pas. Et je veux le dire clairement pour quiconque m'écoute et a besoin des mots, je refuse d'être le coupable d'une histoire que je n'ai pas écrite. Ma mère n'aura plus jamais accès à moi, à mon mariage ni à ma grand-mère. Non pas parce que je la déteste. J'ai regardé en moi et je ne la déteste sincèrement pas. La haine lui donnerait une place en moi et elle a déjà occupé trop de mes espaces. Mais parce qu'une personne qui passe 22 ans à fabriquer le chagrin d'une petite fille pour son profit vous a tout dit sur ce qu'elle fait de cet accès. Elle ne pourra plus chuchoter sur mon compte, car j'ai appris que le remède à un chuchotement n'est pas un chuchotement plus fort. C'est la lumière. Ma porte est fermée, elle n'est pas entr'ouverte et elle n'a pas de Judas qu'elle puisse utiliser. Ma grand-mère vit à 20 minutes de chez moi à présent. Non pas dans un établissement avec un gardien, mais dans un petit appartement lumineux près de chez moi, avec une jardinière où elle essaie, à 79 ans, de faire pousser des tomates à nouveau. Et la plupart des dimanches, je m'y rends en voiture et nous écossons ce qui est de saison. Et elle chante faux exprès pour me faire rire et je la laisse faire, et nous ne parlons pas beaucoup de ma mère parce que nous avons 22 ans de meilleures choses à rattraper et pas assez de dimanches pour le faire. La fiducie me reviendra. Les avocats le disent et même si une partie de l'argent s'en est allée dans des colonnes et des voitures et ne revient jamais complètement, je veux vous dire la chose la plus vraie que j'ai apprise de tout cela et ensuite je vous laisserai partir. L'argent n'a jamais été l'héritage. Ma grand-mère l'était. Ils ont volé une fiducie et je l'ai récupérée. Mais la chose qu'ils m'ont réellement prise pendant 22 ans, la chose dont ils ne pouvaient pas savoir qu'elle valait infiniment plus que chaque dollar sur ce compte, c'était un gilet bleu de rouge-gorge.
Une paire de mains fortes et une chanson qui sonne faux sur une marche à l'arrière de la maison. Et le fait que la seule chose sur laquelle il ne pouvait pas apposer une signature soit la seule chose que je passerai le reste de ma vie à m'assurer que personne ne pourra plus jamais me la retirer par des chuchotements. Je m'appelle Whitney Ingram. Ma mère a passé mon mariage à chuchoter que je lui avais volé sa journée. Elle avait à moitié raison. Une journée a été volée. Elle s'était simplement trompée sur le voleur, la victime et les 22 ans d'histoire qui pointaient exactement dans la mauvaise direction. Et lors du jour le plus honnête de ma vie, dans une robe blanche, avec les mains de ma grand-mère dans mes cheveux, j'ai enfin retourné toute l'histoire et j'ai lu la vérité au dos. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cela vous a touché, si une partie de cela ressemble à une maison dans laquelle vous avez grandi, laissez un mot ci-dessous et allez appeler la grand-mère dont on vous a dit qu'elle était partie. Parfois, l'histoire qu'on vous a transmise est le crime.